Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde. C'est de l'île de Ré que j'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de Nec Plus Ultra. Un Nec Plus Ultra un peu hors norme qui prend ses distances avec la tradition pour privilégier l'authenticité. Vous allez voir, oh, il y a encore un peu de vent en fin de saison à l'île de Ré, sommaire. La possibilité d'une île enfin actualisée aux Maldives. Parmi les centaines de bistrots à Paris, il n'y en a qu'un qui soit le meilleur pour le guide Lebet. La céramique a trouvé son sérail avec une galerie assez unique. Je vous parlerai de l'île de Ré une autre fois. Pour le moment, je vous invite à traverser quelques océans, histoire de rêver les yeux ouverts, de ciel bleu, de sable blanc et de mer turquoise pour positiver un peu dans cette ambiance morose. Entre ciel bleu et sable blanc, les Maldives s'égrènent à fleur d'eau entre 1000 îles coralliennes sur l'océan Indien, au sud-ouest du Sri Lanka. C'est à l'extrême sud de l'archipel que le dernier né du groupe hôtelier de luxe Cénisaro a vu le jour avec ses 94 villas sous le nom The Residence. Un petit paradis privé qui appelle à la Robinsonade et bien sûr une French touch avec un directeur français. La particularité de cet atoll, c'est que nous avons 200 îles sur l'atoll. Et c'est l'atoll le plus large au monde, également le plus profond, mais le plus large. Et seulement 20 de ces îles sont habitées. Donc c'est l'atoll des Maldives qui reste le moins peuplé et le moins développé au tourisme. Il n'y a que 5 hôtels, nous sommes le 5e hôtel. Donc ce qui fait un atout majeur de par le fait que vous y trouvez des paysages vierges, des fonds marins vierges, absolument sensationnels. Donc une faune et une flore qui ne se retrouvent que de moins en moins sur les Maldives. 3/4 sur pilotis, hein, le reste étant sur la plage. Le concept de Residence, c'est de lier le contemporain avec la culture du pays sur lequel l'hôtel se trouve. Ici, on va le retrouver sur les villas au niveau des toitures. Nous allons le retrouver également au niveau des boiseries, du mobilier, la nature, les fonds marins, le lagon qui est absolument superbe. Le repos, la sérénité, un service attentionné mais sans être trop obséquieux. La recherche également du vrai Maldive, dans le sens de retrouver le Maldive d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. L'esprit des Maldives combiné avec une architecture contemporaine compose un luxe discret aux allures idylliques. La pointe du confort moderne au bout du monde, c'est un toit de chaume avec une connexion Internet ou une piscine en pleine mer. Maintenant, nous avons un peu moins d'une trentaine de sites répertoriés sur lesquels nous sommes les seuls à aller plonger. Nous avons également trois petits bancs de sable ou îles à proximité sur lesquels nous sommes les seuls à aller explorer, où nous faisons des pique-niques, des dîners, des cocktails, etc. Donc c'était un petit peu aussi une aventure que d'aller ouvrir un hôtel dans cette partie des Maldives. Mais on aurait tort de n'en rester qu'à la surface, car c'est dans la profondeur que tout se passe. Ici, un monde inversé se trame, où la palme est d'or et la combinaison gagnante. Pour tous ceux qui veulent découvrir la plongée sous-marine, nous proposons une initiation à la plongée. L'initiation à la plongée comporte d'abord un peu de théorie. Une fois la théorie faite, quelques pas plus loin, on plonge dans l'eau et l'on fait quelques exercices. L'après-midi, nous allons sur le bateau et faisons la première plongée dans un très joli site, pas loin d'ici. L'atoll de Gaafu Alifu est particulièrement beau pour la plongée. Il est très réputé pour les plongeurs depuis une vingtaine d'années.
Nous avons de fabuleux fonds marins. Il y a énormément de poissons. Et ce qui, pour moi, est le plus attrayant, c'est que nous avons beaucoup de requins. Il peut arriver de voir plus de 100 requins gris de récif. Pour la plongée, il n'y a pas de limite d'âge tant que vous êtes en forme et que vous avez un certificat médical avec vous. Il n'y a aucun âge limite. Il y a des plongeurs qui ont 80 ans. D'autres partent plonger à 90 ans. Tant que vous avez envie et que vous pouvez aller dans l'eau, il y a des recommandations, des certificats médicaux pour tous les plongeurs. Allez, faisons tomber les masques pour les lunettes de soleil et poursuivons cette rêverie insulaire dont les plaisirs balnéaires distillent la féerie solaire. Cloué au pilori, tous ces soucis et foulés du pied les pilotis, l'esprit adouci, pour atteindre la paix intérieure, un spa, sinon rien. Our spa concept is to use nature. Le concept de notre spa, c'est d'utiliser la nature et comme vous le savez, nous prodiguons nos soins avec les produits Clarins. Et ceux-ci sont faits avec des ingrédients naturels et des extraits de plantes. Le spa est fait de bois, il surplombe l'eau. Nous avons 6 pavillons qui ont chacun un nom inspiré des éléments naturels, l'air, le bois, l'eau, le métal, le feu et le ciel. Entre délices culinaires et plaisir des yeux, l'épicurien qui sommeille en chacun de nous n'aura qu'à choisir. Servis en villa ou au restaurant, les plats aux saveurs influencés par l'Asie et l'océan Indien sont composés avec subtilité. La cuisine est maladie d'amour et très humblement, j'essaie d'amener un certain sens du service et de l'accueil. Les pieds dans l'eau et les yeux au ciel, cette île se vit les mains enlacées et les cœurs en chamade. Passons à table maintenant, mais pas n'importe où. Je vous emmène au Cornichon, c'est le prix du bistrot de 2013. On choisit quand même. Le Cornichon, un nom bien biscornu pour un bistrot. J'ai demandé à mes enfants de m'aider. À l'époque, c'était pendant la période de chasse, je leur faisais des terrines de gibier et j'ai beaucoup de cornichons, un peu de terrines. Et du coup, ils ont eu l'idée de nous suggérer le cornichon. Voilà. Cet ingénieur numérique a réalisé son rêve en 2011 en ouvrant ce bistrot, aujourd'hui récompensé. Fini les sommes indigestes pour attribuer ce prix, ce sont les menus que les auteurs ont décortiqués. On a mis cette année en place, comme chaque année, un jury. Donc c'est un jury littéraire avec des personnalités formidables. Nous avons un membre de l'Académie française, nous avons donc plusieurs auteurs connus, reconnus, qui ont tous un point commun, c'est qu'ils aiment bien passer à table, ils aiment bien manger. Donc la rédaction du guide a sélectionné 4 bistrots qui pouvaient faire partie des 4 meilleurs bistrots de l'année. Et donc parmi les 4, ce jury a choisi le meilleur bistrot. Et le système, c'est vrai, est surprenant. Ça veut dire que le meilleur bistrot marque 1 point et le moins beau bistrot marque 4 points. Donc moins on a 2 points et plus on a de chances de gagner. Pour ce jury, des sauces trépidantes et des mets bien ficelés. C'est un bistrot qui n'a pas de faiblesse, c'est-à-dire qu'on y mange bien, on y est bien accueilli, la carte des vins est bonne, le cadre est sympathique. Donc c'est en quelque sorte la seconde maison dont on rêve tous. C'est-à-dire que c'est quoi le bistrot? C'est le plaisir qu'on a quand on arrive chez soi où il n'y a plus rien dans le réfrigérateur ou quand des copains vous appellent, de pouvoir aller rapidement dans un endroit, de ne pas dépenser trop d'argent et surtout de s'y sentir bien, de pouvoir hausser un petit peu le ton, de pouvoir blaguer, de pouvoir plaisanter, de pouvoir manger de façon simple mais sympathique et de pouvoir bien boire. Donc il y a tous ces points sont là et tous ces points sont là pour qu'on vraiment on pense que nos lecteurs ils sont nombreux, puissent y trouver du plaisir et puissent avoir envie de venir et surtout de revenir. Le secret, c'est que le cornichon cache un cœur d'artichaut. Je ne sais pas si on a un secret, en tout cas on est content de faire ce qu'on fait
et on y met beaucoup d'amour et beaucoup de travail. Les ingrédients y sont aussi pour quelque chose. Notre spécialité, c'est changer la carte très régulièrement, donc que des produits frais. Et s'il y a un produit qu'on essaie de maintenir tout au long de l'année en changeant la garniture de saison, c'est le riz de veau. Voilà, qu'on fait croustillant, doré au four. Voilà de quoi brocarder les romans à l'eau de rose. Aujourd'hui, il y a véritablement un retour sur une cuisine faite avec des produits qui sont des produits authentiques et qui sont des produits simples. Et effectivement, la cocotte ou nos cocottes ont la particularité de respecter bien les aliments puisqu'ils vont mijoter à l'intérieur et ils vont être auto-arrosés avec les picots et ça développe la saveur du produit, ni plus ni moins. Et ce retour à cette saveur authentique, c'est quelque chose qui fait venir les gens. La gouaille est donc dans les assiettes qui affichent une franche gourmandise et pour ceux qui diabolisent la friandise, c'est bon, quoi qu'on en dise. Le cornichon est un petit cocon chic où se nichent les croqueurs de saveurs riches finement concoctées. Et dans une salle pleine à craquer, les assiettes sont belles à croquer. C'est ça qui était original, c'était l'idée de Claude Lebet de faire choisir le bistrot par des écrivains. Et ça change un peu des jurys littéraires, c'est beaucoup plus amusant et beaucoup plus sérieux. Parce que là, on a testé tous les bistrots, alors que dans un jury littéraire, on ne lit pas tous les livres. Les jurés ont pris manifestement leur rôle très au sérieux. Ici, c'est bistrot tout court, donc c'est la meilleure catégorie. C'est un endroit pour les gens qui raffolent des plats comme savaient les faire nos mamans à une époque. Et où on a une ambiance surtout. Il y a une convivialité et c'est un endroit où les gens viennent pour se rencontrer, pour s'amuser et pour déguster des trucs roboratifs et plein de santé. Et un petit noir pour terminer. Ah, on est très contents. Pour nous, pour le personnel, pour nos clients qui nous ont fait confiance dès le début. C'est vraiment une belle récompense. On est ravis. Et cerise sur le gâteau, ou plutôt cornichon sur le tableau, voilà un bistrot qui ne risque pas de prendre le melon. La différence fait partie des composants de ce qui fait le vrai luxe. Différentes aussi, les céramiques européennes. Quesaco, l'antiquaire Michel van der Merch nous en dit un peu plus rencontre. Avant la métallurgie et le travail du verre, le premier art du feu est la céramique. Elle est d'abord domestique, puis se développe comme expression artistique avec des formes et des décorations de plus en plus élaborées. Michel van der Merch est tombé dedans quand il était petit. Je suis tombé dedans parce que mon grand-père a déjà fondé la maison van der Merch en 1880. Donc je suis la 3e génération. Nous avons plus de 130 ans d'existence. Et bien sûr, il ne suffit pas d'être la 3e génération, il faut aussi avoir la passion. Donc j'ai commencé très jeune à travailler avec mon père après mon bac, à l'âge de 16 ans. J'avais toujours entendu parler de céramique et de faïence à la maison. J'ai aidé mon père à déballer sa voiture quand il revenait de voyage. Et donc je suis rentré au magasin, c'est là où j'ai pu apprendre mon métier. Et j'ai été le plus jeune expert de Drouot. La galerie de Michel van der Merch est spécialisée dans les céramiques européennes du XIVe au XIXe siècle. Nous avons affaire à une clientèle de collectionneurs et non pas de gens qui veulent se meubler. Ce sont vraiment des collectionneurs qui deviennent souvent des amis et qui sont dans chaque spécialité presque aussi connaisseurs que nous. Bien sûr, nous sommes plus éclectiques parce que nous sommes obligés de connaître la faïence, la porcelaine de Sèvres, les faïences italiennes, etc. Mais disons que c'est une clientèle très agréable, une clientèle de passionnés. En Europe, la céramique connaît un essor particulièrement important durant la Renaissance. Au château d'Écouen, Anne de Montmorency constitua une très belle collection. Vous avez les provenances, si elle a appartenu à un duc ou si elle a appartenu à un prince, etc. Vous avez la rareté de la pièce, vous avez aussi l'année de production. Quand on pense qu'il y a des pièces de la première moitié du XVe siècle qui sont arrivées tout à fait en bon état dans nos mains,
Donc vous avez plusieurs critères. À mon avis, le critère principal, c'est la beauté de l'objet, qu'il ne faut pas oublier, et ne pas trop penser quelquefois aux provenances, même si elles sont illustres. Pour moi, l'important est la couleur, le dessin, etc. Oui, le beau plutôt que le pédigré, l'arbre généalogique ou encore le code génétique. Mais quand tout est réuni, comme dans ces majoliques présentées au Grand Palais, c'est magique. La majolique, c'est toutes les pièces italiennes de la fin du XVe siècle et du XVIe siècle, créées au départ en Toscane et dans la Ombrie, et ensuite dans toute l'Italie, à Venise, et aussi dans le sud, à Naples et même Palerme. La céramique se rapproche alors du domaine très élitiste des beaux-arts. Sur la céramique, c'est l'un des seuls centres où on peut dire, comme pour un tableau de Renoir, hein, simplement, même s'il n'est pas signé, tiens, ça c'est la main d'un tel, de Nicola de Urbino, de Xanto Avelli ou d'un autre, comme sur un tableau. En Italie, le plus grand centre de fabrication est situé dans la ville de Faenza. L'exportation de ces modèles fera apparaître en France le terme faïence. Je vous montre cette plaque de dévotion, petite plaque rectangulaire, qui a été peinte par Nicola de Urbino au début du XVIe siècle. Elle a la particularité, cette plaque, c'est qu'elle a été inspirée non pas par une gravure, mais par un tableau de Raphaël. Là, vous voyez la Vierge et l'enfant, que l'on retrouve ici, et surtout ce tableau de Raphaël avec Saint Jean-Baptiste. Bien sûr, sur le tableau, il est chauve, mais que l'on retrouve là, vous voyez comme la même position exacte, le même drapé. On dirait presque du vitrail. C'est des couleurs qui sont tellement plus vives que sur les autres manufactures. Illustrée de scènes de vie ou de motifs, la manipulation des céramiques est défendue aux émotifs. Toutes ces pièces de majolique sont des pièces qu'on appelle de cuisson de grand feu. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule cuisson. C'est-à-dire qu'on cuit la pâte, l'émail et les couleurs ensemble. Et donc à un feu très, très fort. Donc on avait le droit à très peu de couleurs, c'est-à-dire le bleu de cobalt, le vert de cuivre, le violet de manganèse, le jaune d'antimoine. Et c'est le tour de force de la majolique, des artistes de la majolique italienne qu'en simplement 4 couleurs, ils arrivent à faire des pièces avec une précision de dessin. Surtout, ne pas oublier qu'ils peignaient sur émail cru, donc ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Vous imaginez qu'en fin de compte, les couleurs qu'ils mettaient, quand ils mettaient le bleu de cobalt, quand ils mettaient leur bleu, le bleu n'était pas du tout de la couleur bleue. C'était au moment de la cuisson que tout ça prend la couleur définitive. Une alchimie extraordinaire résulte de ce travail à l'aveugle où les couleurs peuvent atteindre des teintes fascinantes. Merci de nous avoir suivis, merci de vos petits mots gentils que vous nous envoyez sur Facebook. Merci au Clos Saint-Martin de l'île de Ré de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook, où vous pouvez revoir cette émission. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe à Nec Plus Ultra est avant tout une histoire de cœur. Au revoir. Ce soir, on célèbre une triple renaissance. Le magazine Soon fait peau neuve. La mythique Renault Alpine réapparaît pour les 24 heures du Mans et le célèbre maltier Moana renaît sous l'impulsion de LVMH. On a réussi à faire une belle collaboration avec des nouvelles marques. On fait des marques qui sont revenues, donc qui renaissent aujourd'hui, comme Alpine et comme la maison Moana. Donc c'est la rencontre du savoir-faire sur une nouvelle aventure. Une aventure sur le mode du road trip trépidant, évidemment. Alors, c'est un trimestriel, on est toujours en trimestriel. On va faire une plus grosse diffusion sur la Chine, où on est de retour, et vraiment créer un univers, un partenariat, un pont entre la France et la Chine. C'est formidable. En fait, on est toujours à la recherche du savoir-faire. Donc, la Chine aujourd'hui s'ouvre, et on va aller vraiment trouver les artisans chinois, les gens qui vont travailler avec ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Si tous les savoir-faire du monde s'unissaient, peut-être est-ce cela que l'on pourrait appeler la paix.